Alors bonsoir à tous, merci d'être venus, merci à vous Fabienne Brugère d'être là. Aujourd'hui, ce soir, vous venez pour un livre qui ne ressemble pas tout à fait aux précédents pour lesquels on vous connaît. On vous connaît donc pour des livres engagés, notamment sur la théorie féministe. Je rappelle que vous êtes philosophe, enseignante, professeure des universités, et que vos réflexions sont toujours quand même en lien avec l'actualité. Donc vous avez évidemment publié des livres pour lesquels vous étiez venu à Ombre Blanche, Le peuple des femmes notamment. Vous étiez aussi venu, je crois, en 2017 pour un livre qui s'appelait La fin de l'hospitalité, donc consacré à la question migratoire. Donc toujours des livres quand même assez évidemment engagés, positionnés. Ici, votre livre qui s'intitule Des aimés, manuel d'un retour à la vie, aborde un tout autre sujet. Il est vrai qu'en tant que libraire, on a vu fleurir donc sur nos tables beaucoup de livres sur la question de l'amour. Peut-être que tout ça a commencé avec notamment Mona Chollet, Réinventer l'amour, mais il y en a eu d'autres depuis. Il y a eu aussi les livres de Bell Hooks récemment à propos d'amour, récemment traduits. Il y a eu aussi des études sociologiques, Eva Illouz, La fin de l'amour, Isabelle Claire, Les choses sérieuses, qui revient sur l'amour adolescent. Bref, tout un tas de livres, et ça continue sur ce thème-là qui fait partie de l'humain, finalement, et de nos vies en société. Mais vous prenez ce thème à rebours, on peut dire ça comme ça. Vous nous parlez de désamour qui n'est pas une fin de l'amour, qui n'est pas une rupture parmi d'autres, pour reprendre un peu Claire Marin, mais qui est un vrai retour sur ce jeu, un retour réflexif, philosophique, vous en parlerez, sur un jeu des aimés, des aimants aussi peut-être, abandonnés, abandonnants. Et donc au tout début de votre livre, vous parlez du désamour comme d'une énigme, comme d'un mystère, d'un mot qu'on prononcerait tout bas ou sur le bout des lèvres. On a l'impression qu'il s'agit presque d'un tabou peut-être contemporain, quelque chose dont on ne parle pas aujourd'hui assez en société, une sorte d'interdit peut-être. Est-ce pour cela que vous avez tenu à écrire un livre là-dessus, à réfléchir sur ce thème, et qui est aussi un problème affectif, philosophique? Vous en parlerez. Je vous laisse avec cette première question pour ouvrir notre conversation. Merci, et puis bonsoir à toutes et à tous, majoritairement des femmes ce soir, en fait. Ce que je pourrais dire deux choses sur ce verbe des aimés, sur lequel j'ai écrit ce livre. C'est que d'abord, malgré tout, des aimés, ça ne se pense pas sans aimer. Parce qu'en fait, on désaime parce qu'on a aimé. Et c'est ce qui permet aussi de réaimer après. Et de ce point de vue-là, je pense que aimer, c'est un sujet tout aussi compliqué à analyser que désaimer. Il y a un très beau passage de Barthes dans Fragment du discours amoureux où il dit l'amour est un sujet intraitable. Et moi, j'ai envie de dire, eh bien, désaimer, c'est un sujet intraitable. Donc, premièrement, je construirais ce parallélisme parce qu'après tout, désaimer, c'est aimer avec des en plus, devant. Mais après, comme vous le dites, et ça, c'est le début du livre, on raconte beaucoup plus en général ces histoires amoureuses que justement ces moments où on se sépare, que ces moments précisément où on est obligé de désaimer, parce que c'est une expérience dont on pourrait dire, on pourrait la caractériser en disant
on la conçoit plutôt en règle générale comme une expérience négative. Voilà, moi j'ai voulu montrer que ce n'était pas une expérience négative, mais en général c'est plutôt ce qu'on pense. Et de la même manière, c'est plutôt des moments qui peuvent plutôt rendre enclin à la solitude, à la difficulté, à la détresse. Donc il est difficile de mettre des mots dessus. Et puis il y a une troisième, je pourrais ajouter encore une troisième difficulté à parler de des aimés. Elle est propre à mon champ disciplinaire, c'est-à-dire la philosophie. En fait, au moment où on vit une rupture amoureuse, et j'ai vécu une rupture amoureuse, on se dit on va se tourner vers les textes philosophiques et on va voir quels sont ceux qui vont pouvoir m'aider, qui vont pouvoir m'aider à réfléchir à ce qui m'arrive. Et en fait, en philosophie, il y a, depuis le début de la philosophie, et en particulier depuis le banquet de Platon, il y a énormément, bien sûr, de textes sur le verbe aimer, sur l'amour, ne serait-ce que l'étymologie elle-même du mot philosophie. Mais il y a très peu de choses vraiment sur des aimés. Alors bien sûr, il y a des passages de texte qu'on peut renvoyer à ce moment-là, mais c'est quand même quasiment absent, y compris de la philosophie contemporaine. Si on prend par exemple un texte comme celui d'Ala Badiou, Éloge de l'amour, qui a été écrit en dialogue avec Nicolas Truong, il n'y a rien. Il n'y a rien sur les ruptures, sur la fin d'une histoire d'amour, sur ce que c'est que des aimés. C'est vraiment une vision, on pourrait dire, complètement idéaliste d'ailleurs, de l'amour. Et bien évidemment, en revanche, il y a énormément de textes psychologiques, psychanalytiques, des œuvres littéraires, des films qui valent comme on pourrait dire des scènes du désamour et des descriptions aussi de situations ou d'histoires. Donc voilà, j'ai voulu voir de manière très expérimentale, d'une certaine manière, comment en philosophie on pouvait essayer d'approcher ce verbe des aimés, en le faisant forcément d'une manière, comment dire, assez sans filet, parce qu'il y a peu de choses dans l'histoire de la philosophie. Donc, il fallait aussi trouver une écriture. Et puis, je pense qu'il fallait chercher des livres de littérature, ce que j'ai fait, des analyses de films, des textes de Freud dans la psychanalyse, qui sont quand même extrêmement intéressants. Donc, je suis allée un peu chercher des matériaux qui ne sont pas forcément ceux avec lesquels je travaille habituellement dans mes textes. Et du coup, avec le désamour, le fait d'apprendre à désaimer, finalement, on se retrouve vraiment du côté des affects, des sentiments, d'une crise dont vous parlez très bien. Mais tout votre livre est quand même très structuré. On voit qu'il y a quand même une volonté de saisir ce qui échappe aussi de prime abord à la pensée rationnelle. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de la façon dont est structuré votre livre, sans évidemment tout dire, mais il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, de la structure qui permet de tenir debout ce sujet en crise, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? C'est-à-dire que forcément, à l'origine du livre, il y a une analyse du sujet, du sujet de cette expérience comme étant, on peut dire, un sujet abîmé. Sujet abîmé, c'est aussi un sujet au bord de l'abîme. Donc, ou comme étant, ça c'est plus une expression de beaucoup de psychanalystes ou de psychologues, un sujet en crise. Mon sujet en crise, ça veut dire sujet qui bascule dans ses identités, ça veut dire sujet qui fait l'épreuve aussi justement de l'absence de maîtrise, de l'absence de contrôle de soi. Donc c'est un livre
qui commence avec ça. Et la perspective, c'est de montrer, c'est pour ça que ça s'appelle Désaimer plutôt que le désamour, ça s'appelle Désaimer parce que l'idée, c'est de mettre en avant quelque chose qui est une épreuve de vie et qui, d'une certaine manière, est la traversée d'une expérience ou encore, on pourrait dire, un passage. C'est à partir, finalement, d'un accident de vie, comment se dessine un retour à la vie et l'exploration, finalement, aussi de nouvelles formes de vie, la possibilité, du coup, d'explorer de nouvelles formes de vie. Et bien évidemment, la question, c'est que quand on est... en fait, au début du livre, j'ai donné 3 scènes un peu archétypales qui peuvent consister en une caractérisation du désamour. La première que j'ai donnée, c'est l'exemple voilà, de deux jeunes amoureux. L'un quitte l'autre et s'ensuit le chagrin d'amour pour la deuxième personne et la tentative pour cette dernière personne de rester en lien avec la première personne. La première personne, elle peut à ce moment-là bloquer tous ses téléphones, tous ses réseaux sociaux. Donc le chagrin d'amour entre deux jeunes amoureux et qui oblige l'un des deux à désaimer brusquement. Et puis j'ai donné un deuxième exemple qui est aujourd'hui aussi très fréquent comme le premier. Et bien finalement un couple, une famille, infidélité, mensonge, divorce, séparation et bien sûr aussi toute la question de comment on désaime, en particulier quand une vie conjugale ou familiale a été longue et qu'en même temps il y a eu une trahison. Et puis un troisième exemple qui est très différent parce que désaimer, c'est pas seulement la question de l'amour ou la question de la vie conjugale. D'abord, c'est aussi la question de l'amitié. Et puis, on peut aussi désaimer des idées, on peut désaimer un pays. Désaimer des idées, c'est des choses aujourd'hui, voilà. Et désaimer un pays, c'est par exemple la situation de Kurt Tucholsky ou de Stefan Zweig, quand ils sont obligés de quitter l'Allemagne qui est en train de devenir nazie, et quand ils font cette expérience de l'exil, qui est à la fois un exil par rapport à leur langue, mais qui est aussi un exil par rapport à une démocratie qui n'est plus. Et donc, qu'est-ce que c'est que désaimer un pays ? Qu'est-ce que c'est que désaimer un pays qui est devenu autre chose et dont précisément les idées ne sont plus acceptables ? Donc voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre tout ce qui fait finalement l'obligation, la nécessité de désaimer. C'est-à-dire que désaimer, au départ, c'est une nécessité. C'est quelque chose dont on fait l'expérience, qui d'une certaine manière nous dépossède. Donc on est bien dans la caractérisation d'un sujet qui ne maîtrise plus grand-chose. Ça nous dépossède et la question, c'est comment... face à cette dépossession, on va pouvoir se ressaisir. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce mouvement. Alors bien évidemment, ça suppose, mais ça c'est quelque chose que j'ai toujours mené, y compris dans mon travail universitaire. J'ai toujours travaillé de toute façon sur une conception du sujet qui n'est pas un sujet rationnel au sens soit... d'une rationalité abstraite où d'une certaine manière l'esprit dominerait le corps, mais qui n'est pas non plus le sens d'une rationalité comme calcul. J'ai toujours travaillé dans la perspective de ce qu'on pourrait appeler,
pour faire un peu vite, une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire l'idée que, nos émotions, elles participent de notre définition de la raison. Et que la vie rationnelle, c'est aussi ce qui fait qu'à la fois on est guidé par nos passions, mais qu'on les guide, qu'on les discipline. Voilà, donc c'est aussi cette perspective-là qui se retrouve au cœur du livre. Donc, en fait, un sujet vraiment en mouvement, c'est ça que vous voulez dire. On a l'impression, moi, quand j'ai vu ce titre, Désaimer, je me suis dit, ah oui, ça parle pas de désamour, ça parle vraiment d'un acte, en fait. Presque le refus d'un sentiment pour aller vers quelque chose qui transforme, en fait, le sujet. Donc, qui le transforme rationnellement, mais aussi émotionnellement, quelque chose de cet ordre-là. C'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, le thème du livre, d'une certaine manière, c'est, j'aime bien cette expression, c'est un précis de décomposition amoureuse. Voilà. Comment on peut, de manière presque chirurgicale, analyser les différentes étapes de ce qui fait qu'on désaime. D'où on part, par quelle phase on passe, et tout ça n'est pas linéaire d'ailleurs, et où peut-on donc arriver? Et c'est dans cette perspective-là que j'ai voulu analyser, par exemple, des signes avant-coureurs du désamour, donc qu'il y a une analyse précise à la fois de la dispute, de l'ennui et du silence. Et la dispute en particulier, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que c'est vrai qu'en philosophie, souvent quand on parle de dispute, on va renvoyer à de vieux modèles, à celui de la disputatio, mais qui est un exercice très intellectuel. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Ce dont il s'agit bien sûr que les disputes, elles ne disent pas toujours directement le désamour, mais elles sont quand même des signes annonciateurs de ça, parce que c'est précisément un moment, la dispute, où on n'est pas du tout dans la conversation, le dialogue avec l'autre, où précisément on veut imposer sa vérité ou sa volonté contre l'autre, où il y a justement une volonté de nier l'autre. Et donc des disputes répétées, c'est l'un des signes avant-coureurs du désamour. Donc c'est ça, c'est un précis de décomposition amoureuse. En général, on analyse plutôt des compositions amoureuses. Et là, c'est analyser comment l'amour se décompose. Et comment l'amour se décompose? Je pense à une époque quand même où on fait de plus en plus l'expérience des décompositions amoureuses, à une époque où quand même de plus en plus les couples se font, se défont, se refont, où il y a de plus en plus aussi de personnes qui affirment vouloir vivre seules, ou vouloir vivre en dehors d'une histoire d'amour ou d'une histoire de couple. Enfin, il y a plusieurs... Je crois qu'il y a aussi ça dans le livre, c'est-à-dire il y a aussi cette idée d'analyser quand même quelque chose qui arrive à beaucoup de monde aujourd'hui, et qui fait qu'aussi quand ça vous arrive, vous vous rendez compte que ça arrive à d'autres, que vous allez discuter avec d'autres qui ont vécu finalement des choses assez semblables, et donc vous vous dites c'est fou, parce qu'a priori une histoire d'amour par exemple qui se termine, on peut penser que c'est quelque chose d'assez singulier. En même temps, cette singularité, elle rencontre d'autres singularités qui ont vécu des choses similaires, et donc je me suis dit c'est aussi une manière d'écrire au jeu, mais en même temps que j'écris au jeu, peut-être que j'écris aussi au nous. Et d'ailleurs, c'est très amusant en écrivant un livre comme ça, quand on reçoit des courriers de personnes qui vous disent oui, soit ça m'a beaucoup touché, soit c'est aussi ce que j'ai vécu, soit
y a quelque chose, voilà, de ce processus. Donc l'idée, c'est... Et alors, bien évidemment, l'idée, c'est de décrire la personne qui fait cette expérience. C'est pas de construire une relation avec l'autre. C'est pas ça. C'est vraiment de décrire l'expérience en tant que telle et ce qu'elle fait au soi, ce qu'elle fait au jeu et en quoi elle est transformatrice. L'idée, c'est de vraiment dire que dans le fait de désaimer, eh bien, il y a au bout du compte une transformation de soi, voire, dans certains cas, ce qu'on pourrait appeler une libération ou une émancipation. Et justement, j'avais retenu, parce que vous parlez de la dispute, donc moment peut-être clé du désamour, ou en tout cas qui fait partie des phases repérables en fait de ce moment qui est le fait de désaimer, en fait, une étape parmi d'autres, bien sûr, parce qu'il peut y avoir l'ennui, vous en parlez très bien, d'autres phases communes, donc beaucoup de monde ont vécu. Mais j'avais retenu cette phrase, vous dites « La dispute est néolibérale, moment de performance du sujet qui tend à faire de l'autre un outsider, un exclu ». Et je trouvais ça intéressant parce que ça, mis bout à bout avec aussi le fait que vous en avez parlé tout à l'heure, vous dites cette nécessité à un moment donné de désaimer, elle peut être celle évidemment d'une personne au sein d'un couple à la base amoureux, mais donc en train de se détacher l'un de l'autre. Mais elle est aussi, par exemple, la nécessité pour un individu contraint de quitter son pays. Voilà, par exemple, là aussi, les exilés. Voilà. Donc, il y a vraiment chez vous, je trouve, une façon de raccrocher ce sujet qui vit les choses de façon très intime au sein de son microcosme à lui, de rattacher les choses au monde extérieur. Il y a une ouverture comme ça qui est presque libératrice, en fait, dans les liens que vous faites, les parallélismes, comme si le désamour, le fait de désaimer, en fait, était effectivement un acte transformateur pour le sujet, mais permettait aussi de recréer de nouveaux liens, en fait. Il y a quelque chose de très ouvert dans ce livre, c'est ça qui m'a, moi, plu et marqué. Et en ça, je trouve qu'on voit que la philosophie, évidemment, mène à cette ouverture de l'esprit, du corps, crée du commun, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça ? Je ne me souvenais pas de cette phrase sur la dispute dans le livre, mais bien sûr, dans la dispute, il y a quelque chose du registre de la performance. Chacun fait sa performance et c'est néolibéral, si on peut s'amuser à le dire de cette manière-là, au sens où effectivement, il s'agit de faire sortir l'autre quelque part. Il s'agit vraiment quand même d'une mise à mort ou d'une exclusion de l'autre, et au nom d'une performance que je suis en train d'accomplir. Et là-dessus, il y a plusieurs scènes de disputes dans le cinéma. Il y en a plein qui montrent bien cette présence de la performance. Moi, je reprends cette fameuse scène du mépris entre Piccoli et Bardot, et ce moment où donc Bardot est allongé sur le ventre avec ce livre sur les fesses, c'est assez drôle, et où Piccoli arrive et où c'est une dispute en même temps assez froide, mais où elle lui dit je ne t'aime plus, et où elle ajoute je te méprise. Donc dans la dispute, il y a aussi souvent l'énoncé d'un mépris de l'autre. Donc il y a quelque chose en ce sens qui fait qu'on est tout de suite connecté de toute façon à l'autre, mais dans le sens d'une négation de l'autre. Et puis forcément, cette question de désaimer, là, plus généralement, elle surgit dans un monde et dans un monde social. La difficulté aujourd'hui, si vous êtes dans la situation, que vous soyez dans la situation de Tucholsky, obligé de quitter l'Allemagne,
ou que vous soyez dans la situation contemporaine, par exemple, d'une femme qui se retrouve toute seule du jour au lendemain avec ses enfants parce que justement son mari est parti, ou d'un homme qui se retrouve seul parce que sa femme est partie, si vous voulez, vous êtes obligé de continuer à vivre dans le monde. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas vous dire, je vis vraiment ma tristesse, voilà, je reste chez moi et je suis là et plus personne ne m'embête. C'est impossible, parce que si vous avez des enfants, il faut vous occuper de vos enfants. Si vous avez un métier, il faut que vous assuriez dans votre métier, si ceci, si cela. Donc, de toute façon, c'est une question... c'est une question nécessairement connectée au monde. Et aussi, ce que vous allez recevoir du monde à ce moment-là, c'est essentiel. C'est ce que j'appelle le soutien social. Et le soutien social, on l'a plus ou moins. Enfin, je veux dire, là-dessus aussi, il y a de grandes inégalités qui peuvent être des inégalités d'amitié, de famille, de collègues. Et puis, il y a en même temps aussi, peut-être, dans une solitude qui est celle, par exemple, de la séparation, ce que vous allez pouvoir déplacer aussi comme relation. Et effectivement, et ça aussi, c'est un rapport au monde. Et donc, effectivement, c'est une question... De toute façon, si vous voulez, ce qu'on pourrait dire, on pourrait dire comme ça, des aimés, ça a à voir avec le registre de l'intimité. On pourrait dire ça. Mais si on dit ça, qu'est-ce que c'est que l'intimité ? L'intimité, c'est pas le privé. L'intimité, c'est le fait que se constitue un entre, une relation spécifique qui s'appelle la relation intime. Mais cette relation intime, elle est bien du registre de la relation. Il n'y a pas d'intimité sans relation à d'autres, sans relation à des objets, sans relation à un environnement. Donc, de toute façon, on est toujours dans la perspective d'une ouverture au monde, y compris quand ce rapport au monde, il est tout d'un coup foncièrement contrarié. Et c'est comme ce moment où finalement on fait l'épreuve de la présence d'un mur juste en face de soi, et comment on va faire avec ce mur qui est en face. Ce mur, il est là, c'est le monde lui-même. Donc voilà, comment on va s'y rapporter. Donc c'est pour ça que ce livre... oui, on peut dire que c'est un livre ouvert, parce que quand cela nous arrive, ça nous arrive en tant que sujet qui est au monde. Et dans un monde où on ne nous laisse pas beaucoup de répit. Dans un monde qui va quand même de plus en plus vite, où les relations sociales sont quand même pas toujours apaisées et faciles, dans un monde... précisément où tout doit toujours fonctionner. On doit quand même toujours fonctionner, on doit toujours être à sa place, on doit toujours être performant si possible. Donc quand ça dysfonctionne, mais c'est plus que de la dysfonction. Quand on est abîmé, comment on fait si on pense que il n'y a pas seulement le cabinet de psy qui peut faire quelque chose. C'est-à-dire comment se passe la vie de tous les jours, d'une certaine manière. Et, quand j'ai lu le livre, en fait, ça m'a fait vraiment penser à une lecture. Chacun, en fait, il va aussi avec ses lectures, ses ressources à soi. Et moi, j'avais lu il y a très longtemps un livre de Benjamin Constant, qui est donc un des grands représentants du romantisme européen, et ça m'a vraiment fait relire finalement, fait faire le lien entre le désamour et ce mouvement du romantisme, qui est un mouvement inscrit dans une époque justement troublée politiquement, qui est l'époque du 19e siècle. Et j'ai repensé à Benjamin Constant, qui a écrit ce livre qui s'appelle Adolphe, qui est vraiment un roman sur le désamour, et qui parle vraiment aussi de toutes ces étapes à travers une fiction. Et tout le long de votre livre, je faisais le lien en fait entre ces deux lectures.
Voilà, donc ça c'est plutôt une remarque, mais je me dis que vous avez parlé de notre époque là, très accélérée, etc., qui peut aussi favoriser finalement des ruptures amoureuses, et autres ruptures d'ailleurs, autres désamours. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire entre notre époque finalement, qui est troublée, vous citez Donna Haraway, qui nous incite à vivre avec le trouble, qui le fait très bien, mais là, vraiment du côté du sujet, il me semble qu'il pourrait y avoir aussi une réflexion sur le désamour ou le fait de désaimer de façon romantique au sens fort du terme. Voilà. Ah oui, de toute façon, sur la question du désamour, le romantisme est d'un grand secours. Alors moi, j'avais en tête les souffrances du jeune Werther de Goethe qui aboutit quand même, cette impossibilité d'aimer la personne aimée, elle aboutit quand même dans ce texte au suicide de Werther, qui est lui-même suivi en Allemagne après d'une épidémie de suicide face justement à des histoires amoureuses impossibles. Et puis, on pourrait bien sûr citer ce texte-là. On pourrait aussi citer encore bien d'autres textes, à ceci près que ce que je montre dans le livre, c'est que précisément le fait aujourd'hui de faire l'expérience du désamour à travers ces différentes phases, c'est bien la perspective de se transformer soi-même. Et c'est aussi une manière de démystifier l'amour. Parce que je crois que forcément, quand on est face à la nécessité de désaimer, on va revisiter justement ce que l'on a aimé, on va le disséquer, et aussi, d'une certaine manière, on va le démystifier. Parce que quand même, l'une des grandes injonctions de notre société, sous ses formes spécifiques, bon ça c'est ce que travaille Eva Illouz, c'est quand même toujours une injonction à l'amour, une injonction au couple, une injonction au bonheur amoureux, avec en même temps toutes ces mystifications, tous ces rapports de genre aussi d'ailleurs, en ce qui concerne l'amour en particulier hétérosexuel. Et donc désaimer, c'est aussi vraiment pouvoir considérer l'amour autrement, pouvoir revisiter ces histoires d'amour et d'une certaine manière pouvoir après aimer autrement ou aimer mieux, avec la perspective qu'on s'est finalement constitué un héritage, une sorte d'héritage de l'amour qui fait que on va pouvoir aimer autrement, et qu'on va pouvoir peut-être inventer des choses dans nos histoires amoureuses, être moins précisément dans les stéréotypes. Et ça vaut peut-être beaucoup ça pour les femmes. Dans l'épilogue, j'ai utilisé un texte assez incroyable de Bell Hooks, qui est donc une féministe américaine, et un livre d'elle qui s'appelle « À propos d'amour ». Et dans son livre, elle explique qu'historiquement, on a toujours poussé les femmes, bien sûr, ça c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé, à s'occuper des autres, à prendre soin des autres, et donc à toujours se déporter vers les autres, jusqu'à l'image parfois du sacrifice de soi dans certaines situations, dans certaines sociétés, et ça a été largement repris par la littérature. Et en même temps, ce que dit Bell Hooks, c'est que du coup, très souvent, les femmes manquent d'amour. Et que comme elles manquent d'amour, elles sont énormément en demande d'amour, en recherche d'amour, et que généralement, justement, elles ne trouvent pas cet amour. Et donc, l'idée de Bell Hooks, c'est que les femmes vraiment doivent apprendre à s'aimer elles-mêmes. C'est d'autant plus nécessaire que
historiquement, c'est pas ce qu'on leur apprend. Et je trouve que cette idée, finalement, ce que peut permettre aussi, et ça, pour le coup, c'est pas du tout romantique, enfin, au sens, en tout cas, des amours entre les hommes et les femmes dans le romantisme, ce que peut permettre aussi le fait de désaimer, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Alors que ça peut paraître paradoxal, parce que souvent, le désamour, c'est quand même, le fait de désaimer, c'est quand même perçu très fréquemment comme un échec, alors que moi j'insiste sur le fait que c'est une épreuve de vie et non un échec, et donc comme un moment justement de mésestime de soi. Donc voilà, comment on construit à travers cette épreuve-là un souci de soi, un amour de soi. Alors peut-être que dans la tradition romantique, ou en tout cas pré-romantique, il y a peut-être un texte qui pourrait dire ce vers quoi on peut aller en termes de rapport à soi quand on est contraint de faire cette expérience du désamour. Je l'ai repris à un moment dans le texte. Moi, j'ai en tête le texte de Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire, et le moment précisément où il est tout seul sur l'île Saint-Pierre, et où il dit qu'à ce moment-là, ce qui se déploie en lui, c'est un « je sens donc je suis », c'est-à-dire précisément un sentiment d'existence et un rapport à soi, mais en tant que le soi est justement connecté au monde et à la nature à ce moment-là. Et précisément, l'idée, si vous voulez, c'est comment, à travers cette expérience, eh bien, finalement, on est à la recherche de soi-même. Et comment ça peut se penser comme une quête de soi. Et là-dessus, justement, vous parlez très bien de cette inspiration stoïcienne, en fait. Vous citez Épithète, puis après Foucault, évidemment, donc un grand bond dans la philosophie. Mais est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce souci de soi qui a été qui a été défendu déjà par les philosophes antiques, et comment il vous a peut-être aidé, et comment il peut être aussi peut-être une solution, voilà, pour arriver à cette réappropriation du soi, notamment pour les femmes du coup, mais peut-être aussi pour certains hommes, et en quoi ce souci de soi n'est pas aussi une coupure du monde, parce qu'on dirait presque que c'est une sorte de détachement tel qu'on arrive à une désappropriation de tout, quoi, pour se libérer, en fait, voilà, pour ne pas mal vivre. Oui, c'est vrai que j'avais assez en tête, j'avais en tête en écrivant le livre, à la fois le manuel d'Épictète et puis le texte de Foucault, le souci de soi, qui porte beaucoup sur les stoïciens. Et le manuel d'Épictète, c'est quand même un texte extraordinaire quand on vit des choses difficiles, même s'il peut être... Enfin, je veux dire, il faut arriver à le capter, parce que dans les moments où on vit des choses difficiles, c'est quand même justement particulièrement difficile d'être stoïcien. Donc, ce qu'il y a quand même d'intéressant dans le manuel d'Épictète, de mon point de vue, c'est deux choses. La première, c'est de dire, dans l'existence, il faut pouvoir faire la différence entre les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, parce que précisément, on n'a pas une maîtrise sur tout, mais on doit arriver à se rapporter à tout, je le dirais de cette manière-là. Alors bien sûr, toute la difficulté après, c'est d'arriver vraiment à partager les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Mais c'est intéressant parce que ça suppose qu'on fasse un peu un inventaire, dans sa propre vie, et qu'on puisse du coup bien comprendre qu'il y a, il y a des événements qui nous dépossèdent. Alors bien évidemment, on peut toujours dire aux stoïciens, mais c'est un peu facile, ça réintroduit un destin, il y a des risques. Certes, il y a des risques, mais il est évident que dans la vie, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et ça, pouvoir les reconnaître, savoir y faire face, parce que justement, on sait qu'elles ne dépendent pas de nous, donc qu'est-ce que je vais en faire ?
Je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant. Et puis, il y a un deuxième angle que je trouve particulièrement utile chez Épictète et dans ce stoïcisme-là, c'est cette notion de proairésis et de désir réfléchi. Le désir réfléchi, c'est quand même le fait que je vais pouvoir, à partir de mes impulsions, à partir de ma sensibilité, à partir de mes penchants, etc., je vais pouvoir introduire une réflexivité. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est comme si on envisageait toujours une forme quand même de réflexivité dans son rapport à la vie, y compris dans son rapport le plus primaire à la vie. Donc c'est vrai que je pense que le stoïcisme, dans ces expériences qui nous jettent quand même dans l'urgence de la difficulté, on ne va pas y arriver tout de suite, mais au bout du chemin, ça peut être la perspective justement d'un nouveau rapport à soi. Alors d'autant que bien sûr, après, dans le souci de soi de Foucault, eh bien c'est lié à la perspective d'exercice sur soi, de technique du soi, peu importe. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que cette question finalement du désaimé, c'est en fait la question d'un rapport à soi. Et que peut-être, s'il y a un souci très souvent dans les histoires amoureuses, c'est qu'elles nous empêchent de nous rapporter à nous-mêmes. En tout cas, dans la manière dont on idéalise et souvent dont on fait de l'amour presque, j'ai envie de dire, une idéologie. Quand par exemple on dit l'amour c'est la fusion, c'est 1 + 1 = 1, bah, outre que c'est profondément illogique, si on dit 1 + 1 = 1, ben, on nie le fait que précisément on a deux soi et qu'on devrait avoir 2 manières de se soucier de soi. On le met complètement de côté. De la même manière, lorsque dans le discours d'Aristophane, dans le banquet, par le biais donc, du discours d'Aristophane, Platon écrit que dans l'amour, c'est chercher sa moitié, bah, c'est aussi très problématique parce que chercher sa moitié, ça veut dire qu'en soi, on n'est pas tout à fait un soi, on n'est pas vraiment capable d'être soi-même. On est complémentaire de quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, il me semble que cette problématique du souci de soi, outre que je pense qu'elle est aujourd'hui extrêmement importante, elle introduit la possibilité aussi d'une issue dans cette question du désamour. Une issue qui en fait est vraiment, comment dire, et à la fois on est du côté de l'avenir et en même temps on a vraiment cette sensation que cette épreuve fait que le sujet se revisite lui-même en fait, se comprend autrement avec presque, ça me rappelle vraiment ce que disait Anne Dufourmentel dans En cas d'amour, ce petit livre. Anne Dufourmentel qui est philosophe, psychanalyste, vous connaissez peut-être, que vous connaissiez, et qui avait aussi beaucoup approché cette douleur de l'abandon. Elle écrit très bien en fait comment en fait tout ce qui préexiste en fait à l'amour, c'est-à-dire tout ce avec quoi le sujet rentre dans l'amour, il l'ignore au moment où il y a ce pacte qui se crée lors du premier choc amoureux, on peut appeler ça comme ça. Et en fait, c'est au moment du désamour qu'il se met à redécouvrir en fait tout ce qu'il y avait amené. Elle dit, je peux la citer, j'avais noté quelques phrases qui font vraiment écho à votre discours. Elle dit, voilà, quand on entre dans l'amour, quelquefois c'est sa propre vie, d'autres fois c'est son âme, sa vocation, sa sauvagerie, sa misère, une dette ancestrale. En tout cas, c'est toujours exorbitant, une valeur passée en douce, clandestine, que l'on s'échange dès le premier regard. Voilà, un pacte secret qui échappe au destinataire,
comme à celui qui l'envoie, chacun se chargeant de cacher le fardeau très loin en soi. Et ce fardeau, hop, il rejaillit au moment du désamour. Donc il y a vraiment une redécouverte de soi, à travers donc ce souci de soi dont vous parlez très bien. Et en même temps, on est vraiment très proche d'un travail psychanalytique auquel nous force en fait ce désamour, cette épreuve. Voilà. Oui, je crois que c'est la question. Alors j'aime beaucoup Anne Dufourmentel, comme j'aime beaucoup aussi le livre de Claire Marin, Rupture, et c'est des choses que j'ai beaucoup lues à ce moment-là. En fait, peut-être que pour le dire, je reprendrai les concepts d'attachement et de détachement. C'est vrai que quand j'ai travaillé sur le care, j'avais déjà beaucoup travaillé sur la notion d'attachement et j'étais revenue à des auteurs comme Winnicott, comme Bowlby. Et je pense que ce qui se joue toujours en nous, c'est la question de nos attachements qui renvoie à un attachement originaire qui est celui de notre naissance, de nos rapports à nos parents ou à ceux qui se sont occupés de nous. Et forcément, dans les moments de séparation, de rupture, ou aussi d'ailleurs les moments d'exil, ce qui se joue de manière très forte, c'est quand même une rupture d'attachement et une forme sauvage de détachement qui fait appréhender une perte et le sentiment de la perte. Or, ce sentiment de la perte, il renvoie effectivement de manière encore plus cruciale à la question de qu'est-ce qui m'attache ? Qu'est-ce qui m'attache ? Qu'est-ce qui m'a toujours attaché ? Qu'est-ce qui va pouvoir continuer à m'attacher ? Et donc peut-être, pour reprendre l'expression d'Anne Dufourmentel, du coup, à toute cette question du fardeau des attachements. Ce fardeau des attachements dont on ne se détache jamais complètement. Et en même temps, l'attachement, on ne peut pas le penser sans la question du détachement. Et donc, voilà, c'est aussi ça l'idée du livre, peut-être, quant à une méthode philosophique, c'est que l'amour ne se pense pas sans le désamour, c'est-à-dire l'amour ne se pense pas sans la peur, par exemple, même de la fin de l'amour, sinon, ce n'est pas un amour humain. Et de la même manière, l'attachement ne se pense pas sans le détachement, y compris aussi, souvent, sans la peur du détachement. Oui, c'est vraiment... je faisais ce lien, c'est tout à fait ça, en fait. Voilà, ça nous amène vraiment du côté de la psychanalyse. Donc, pour moi, ce livre, c'est un livre philosophique, mais au sens noble de la philosophie, ça imbrique tellement de choses. On est à la fois dans le sujet, dans le monde, dans la psychanalyse, dans la sociologie aussi, avec ces questions de genre qui sont importantes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et... voilà, donc ça, ce serait plus ou moins ma conclusion. Je vais vous laisser la parole, donc n'hésitez pas à lever la main. Voilà, n'hésitez pas pour des remarques, des questions, qu'on puisse approfondir quelques éléments. C'est pas par rapport au livre, je ne l'ai pas lu, votre livre. Je voulais juste poser une question. S'il y a de la joie dans le fait d'aimer, si aimer, c'est Spinoza, je pense qu'il parle de la joie dans la définition de qu'est-ce que c'est qu'aimer. Donc, est-ce qu'il y a de la joie dans désaimer ? Alors, non, quand même, au départ, désaimer, c'est quand même la tristesse, c'est quand même le chagrin. Ça peut être le fait d'être au fond de son lit. Ça peut être, c'est quand même les émotions qui submergent. Ça peut être l'envie de ne plus manger. Ça peut être plein de choses, et encore pire. Mais donc, je caractériserai pas. Je caractériserai pas le fait de désaimer du côté de la joie, et là-dessus je serais assez spinoziste. On est quand même plutôt dans l'analyse d'affects tristes. Il n'en reste pas moins que et puis
j'ai pas vraiment structuré mon livre. Je pense pas non plus. Enfin, est-ce que l'amour, on doit le penser par rapport à la joie? Est-ce que, c'est-à-dire par rapport à une forme de plénitude? Certainement, mais dans l'amour, il y a aussi, il y a aussi de la souffrance. Il y a aussi le fait, quand on n'est pas avec le sujet ou l'objet aimé, justement, de la souffrance, du manque. Enfin, bon, de toute façon, il faudrait faire aussi une analyse, je pense, plus complexe des affects amoureux. Ce que je dirais dans le fait de désaimer, j'ai fait une analyse des passions du désamour. Les passions du désamour, c'est plus des choses, mais qui ne sont pas toujours tout le temps là. Mais si on fait une analyse, il y a le sentiment de solitude, il y a la colère, il peut y avoir la haine, il y a aussi, bien évidemment, le fait précisément d'être dans un état de grande violence émotionnelle. La question de la joie, forcément, c'est pas un moment joyeux. Après, si vous voulez, dans l'idée d'une traversée et dans l'idée précisément que cette expérience peut permettre d'aimer à nouveau et sans doute d'aimer mieux, là, on peut penser quelque chose, en tout cas, je le dirais plutôt de cette manière-là, comme la possibilité du bonheur. Mais un bonheur, il y a toujours des moments où il se fait, il y a toujours des moments où il se défait. Mais je dirais plutôt, je penserais plutôt ça à travers la perspective plutôt d'une forme d'émancipation et peut-être de révolution amoureuse. Et là, j'introduirais aussi des questions de genre, c'est-à-dire le fait que peut-être une séparation, ça peut justement amener à aimer en dehors des stéréotypes de genre, à aimer autrement. Peut-être qu'on peut être hétéro, devenir homo, peut-être que... Je veux dire, ça amène à beaucoup plus de liberté, je pense, dans le rapport à l'amour. Parce que précisément, on a fait un chemin. Et que ce chemin, c'est quand même un chemin d'émancipation. Oui, bonjour. Je n'ai pas lu votre livre, mais je vous remercie en tous les cas de cet échange. Je voudrais vous poser la question de cette action donc, de désaimer que vous décrivez très bien, dont il semble que vous êtes passé par l'expérience. Vous le dites, donc je me permets de l'évoquer aussi. Comment placez-vous cette action de désaimer dans le cadre d'un deuil ? Ah oui, ça c'est très intéressant. Ça j'ai repris dans le texte justement Deuil et mélancolie de Freud. Parce que de mon point de vue, il y a deux choses. C'est que de toute façon, le processus du désamour, c'est comme un travail de deuil, avec des différences. C'est-à-dire que c'est comme un travail de deuil. Qu'est-ce que c'est qu'un travail de deuil ? Freud l'explique très bien. C'est précisément ce moment où, face à quelqu'un qu'on a perdu, eh bien, il faut pouvoir justement désinvestir sa libido de la personne perdue. Parce que si on ne désinvestit pas sa libido, si on ne désinvestit pas son désir, si on continue à se projeter d'une certaine manière dans cette relation qui n'est plus possible, eh bien, nous dit Freud, on va forcément sombrer dans la mélancolie. Et quel est le problème de la mélancolie ? Le problème de la mélancolie, c'est qu'elle l'empêche de renouer avec l'estime de soi.
on n'arrive plus à s'estimer soi-même parce qu'on est toujours déporté du côté d'une relation qui n'existe plus. Et donc, si vous voulez, je pense qu'effectivement, dans le cadre d'un travail de deuil, quand il faut désaimer justement face à la disparition de quelqu'un, ben je pense qu'effectivement, il faut pouvoir petit à petit se désinvestir du lien de désir matériel, je le dirais comme ça, de l'autre, pour pouvoir justement continuer à vivre et pour pouvoir renouer avec la possibilité même de la vie. Seulement, et donc, ce que dit Freud, il dit on peut faire comme un travail de deuil dans le cadre aussi d'une séparation. C'est-à-dire, en particulier, il prend l'exemple, bon, c'est très freudien, de la fiancée abandonnée. La fiancée abandonnée, elle doit faire comme un travail de deuil. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment désinvestir sa libido de cet objet aimé. Et si vous voulez, je trouve que c'est une perspective très intéressante parce qu'elle pose la séparation ou le deuil du côté d'un travail et du côté finalement d'une nécessité de faire une chasse dans ses représentations et une chasse dans ses désirs. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Alors bien sûr, avec une différence, c'est que quand il s'agit de la fiancée abandonnée, bah, la fiancée abandonnée, c'est avant tout la question de la perte, et on peut imaginer que la personne qui l'a abandonnée, elle peut revenir par intermittence, en tout cas elle existe toujours. Dans le cadre bien sûr du deuil, là c'est une fin radicale de quelque chose de justement qui existait. Donc il y a bien évidemment des différences. Mais ce que je retiens dans Freud, c'est l'idée qu'il est nécessaire de reconstruire une estime de soi, et que ça c'est précisément difficile, et que tout cela peut se penser en termes de travail, c'est-à-dire en termes d'exercice sur soi quant à la relation. Bonjour. Voilà, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que le désamour peut être aussi une stratégie de survie? Je m'explique. Vous avez cité Stefan Zweig à un moment donné où, effectivement, ça c'est dans le cadre d'un exil, où il s'est exilé et s'est suicidé avec son épouse. Dans un premier temps, je me suis dit, est-ce que c'est le désamour en fait, qui l'a fait quitter, ou est-ce que c'est une stratégie de survie parce que lui, de confession juive, dans une situation politique qui n'était pas du tout à son avantage? Et est-ce que le fait justement d'être passé à l'acte du suicide, c'est un échec de ce désamour? Quelle est la partie stratégie de survie? Y a-t-il un échec? Est-ce que il a quitté justement l'Allemagne pour survivre, n'avait pas le choix? Ou effectivement, le fait d'éprouver un désamour sur les choix politiques et ce qui se passait à ce moment-là, je pose la question là. Bah justement, peut-être qu'on peut dire qu'il n'a pas pu faire justement cette traversée du désamour. Parce que de toute façon, c'est sûr que dans le fait de désaimer, il y a des formes de stratégies de survie. Mais seulement les stratégies de survie, elles ne suffisent pas. C'est-à-dire que c'est vraiment le sens du titre du livre. Si on veut désaimer, si on y arrive, si on fait le chemin, c'est pas si simple parce que c'est un mélange du volontaire et de l'involontaire, du conscient et de l'inconscient. Donc c'est très difficile finalement d'en parler de manière très certaine. Mais ce que je dirais, c'est que ce chemin-là,
il suppose de pouvoir sortir de la survie, c'est-à-dire précisément de renouer avec une orientation de l'existence. Et c'est pourquoi d'ailleurs ce livre, c'est un livre de philosophie et c'est pas un livre de philosophie et c'est pas un livre de psychologie, parce qu'au bout du compte, c'est une thèse sur l'existence et sur l'orientation de l'existence. Et donc, ce qui fait que précisément on peut faire ce parcours, et on n'y arrive pas toujours, effectivement, il y a quand même des situations tragiques. On est quand même sur des expériences où on se fait très mal, où on nous fait très mal. Et donc, ce sont des expériences où on peut très bien ne pas arriver justement au bout du chemin et ne pas renouer avec une sorte d'existence au sens fort du terme, avec une orientation. Et donc c'est aussi les souffrances du jeune Werther et le suicide. Oui, ce sont bien quand même ce que Adorno appelle des expériences négatives. Et Adorno sait de quoi il parle lorsqu'il dit ça, vu l'époque qui fut aussi la sienne. Donc les expériences négatives, on ne s'en sort pas comme ça. Et on reste quelque part un sujet abîmé. En tout cas, un sujet avec son propre abîme. Merci, Fabienne. J'ai le livre. Il est très beau. Je trouve que sur la forme, le noir, mais beaucoup de pas de blanc, je sais pas, écru. Je crois que c'est ce que tu veux nous dire en fait. Et j'ai adoré ce que tu as dit sur. C'est un précis de. Je l'ai écrit tout à l'heure. Oui, de décomposition. Ouais, ça aurait pu être le sous-titre en fait. Et tu as fait un choix entre les deux, ou c'est en parlant du livre que tu. C'est-à-dire que je voulais quand même que dans le sous-titre, il y ait quand même quelque chose qui dise quelque chose du chemin. Et du fait qu'on pouvait faire un chemin. Et donc, c'est pourquoi il y a cette idée du retour à la vie. Mais c'est vrai que ça commence comme un précis de décomposition amoureuse, et qu'en général, on n'écrit pas en philosophie sur la décomposition amoureuse. Ça, c'est si un petit peu dans la partie 3 de l'éthique de Spinoza, mais de manière quand même tellement philosophique au sens... oui, enfin, pas au sens en tout cas où je le fais là. Et si j'ai juste une question, donc je traversé ce processus à peu près, je pense, en même temps que toi. Voilà. Et j'ai ouvert le livre, j'ai vu la table des matières et j'étais très, très impressionnée de cette analyse que tu as toi-même décrite comme chirurgicale, de tout ce qui se passe, les premiers signes, etc. Et tu n'as pas trop parlé ce soir de la culpabilité. Et je me demande si tu pourrais nous dire 2 mots, parce que moi, ça m'a pétri, en fait. Voilà. Ah bah oui, la question de la culpabilité, elle est alors de la culpabilité ou de l'absence de culpabilité, parce que effectivement, on est dans des moments où qui sont à caractériser quand même par la question du mal. C'est-à-dire, c'est des moments où on fait mal, où on fait du mal, où on a mal. Enfin, on peut prendre toutes les différentes figures. Et forcément, quand on est du côté de la question du mal, on est du côté de la question du sentiment de culpabilité, de se sentir coupable. Seulement, il y a plusieurs facettes du sentiment de culpabilité. Il y a des sentiments de culpabilité qui sont légitimes, et d'autres
et d'autres qui doivent être interrogées. C'est-à-dire que ce qu'on voit très bien, en particulier dans les situations de couples hétérosexuels dans le cadre des séparations, bon ça, il y a des tas d'histoires, il y a des tas d'enquêtes là-dessus, c'est qu'en fait, les femmes sont souvent plus en proie au sentiment de culpabilité, et en particulier, précisément, quand elles sont quittées, parce qu'elles se disent « qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Au lieu de voir les choses autrement, elles se disent « qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Et en particulier, quand il y a une famille qui a des enfants, comment n'ai-je pas pu préserver ma famille ? Et en fait, très souvent, elles s'accusent elles-mêmes. Et donc, il y a ça, bien sûr. Et ça, c'est par exemple bien décrit dans Les jours de mon abandon d'Elena Ferrante, où elle montre bien ce début où cette femme italienne qui se retrouve tout d'un coup seule avec ses 2 enfants et son chien, parce qu'il y a aussi le chien, donc face à son mari qui l'a quittée pour une femme plus jeune, grande banalité de la situation, comment au départ elle fait cette expérience-là de la culpabilité, comment après en même temps ça devient de la colère, etc. etc. Parce qu'en fait, on n'est jamais dans quelque chose de stable et de fixé. On est dans une... Et ce que j'aimerais dire sur la culpabilité, moi, ce qui me pose problème, vraiment, c'est en revanche l'absence de culpabilité. C'est comment, dans ce genre de situation, il peut y avoir une absence de culpabilité. Et ça existe. Et ça, je trouve ça extrêmement, extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas appréhender la question du mal. Parce que c'est ça, ce sont des situations où il faut pouvoir appréhender justement le mal, ce qui fait mal, comment, etc., etc. Donc oui, cette question, bien sûr, de la culpabilité, qui est une question, je pense la culpabilité, ça renvoie aussi à nos attachements. Ça renvoie à tout ce qui s'est rompu. Et donc, précisément... on se sent coupable parce que justement, y a des attachements qui se terminent. Il y a précisément une histoire qui se termine avec ses propres souvenirs, sa propre mémoire. Et puis il y a du chagrin. Et donc, qu'est-ce que j'ai mal fait, ou qu'est-ce que... Voilà, c'est ça la question de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Que l'on soit d'ailleurs la personne la culpabilité, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle est des 2 côtés. Elle peut être des 2 côtés. Elle peut être du côté de la personne qui s'en va, comme du côté de la personne qui subit. Elle peut être à plein d'endroits, la culpabilité. D'autres remarques? Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez porté votre réflexion sur la question de la relation entre les parents et les enfants, et en particulier pour les enfants à l'adolescence, cette nécessité de se séparer, mais sans perdre l'amour. Donc, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là? Et quel regard vous portez sur le fait que dans le contemporain, les choses se règlent souvent par la violence, de la part des enfants? Donc, quelle réflexion ça vous... J'ai pas travaillé directement là-dessus dans ce livre. Je pense qu'il y a des situations de désamour qui concernent les enfants, mais de manière plus radicale, c'est-à-dire la perte d'un enfant, un enfant qui meurt, un enfant qui tourne vraiment très très mal. Mais après, j'ai pas pensé ce contexte, par exemple, de l'adolescence comme étant une forme... Non, je pense que c'est autre chose. Je pense que ce qui se joue à ce moment-là, c'est une forme éventuellement de détachement, ou alors c'est
petite forme du désamour. Mais moi, ce que j'ai voulu analyser, c'est vraiment les moments radicaux du désamour. Parce que je pense que prendre cette question-là de manière radicale, ça permet vraiment de la saisir dans sa caractérisation. Bon, ben on va s'arrêter là. Merci beaucoup Fabienne en tout cas merci pour au toutes ces public. précisions. Et voilà, vous trouverez le livre à la sortie évidemment comme d'habitude. Voilà. Ah ben oui, bien sûr. On les fait où les dédicaces? On va dégager un petit coin de table. Ouais. Là, en fait, ce sera le mieux. Je vais enlever les verres. Je vais juste. Hop. Pardon. Oui.